Le principe même, l'éthos de ce qu'on fait, c'est que tout est auditable. C'est-à-dire que toute personne est capable à chaque instant de vérifier les smart contracts d'AV, de vérifier la santé des positions de chaque utilisateur et du coup peut se faire une opinion informée sur l'état de santé du système. Il existe sur Internet suffisamment de matériaux et pour toi et pour moi pour faire des deepfakes qui sont absolument possibles où en fait ça fait une demi-heure et le vrai Mark Zeller est jamais venu dans ce studio. Par contre, moi je possède quelque chose que aucune IA ne sera capable de répliquer, c'est que j'ai un ledger, j'ai une clé privée et je suis capable de signer mon contenu. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Aujourd'hui, je reçois Mark Zeller, le fondateur de l'Ave-Chain Initiative. C'est un expert de la DeFi. Ça fait depuis 2015 qu'il investit notamment sur Ethereum et qu'il a vraiment suivi l'émergence d'un nouvel écosystème. C'est un acteur français expert du sujet et du coup, aujourd'hui, on va parler DeFi et crypto. Salut Marc. Salut et merci de cette invitation. Je suis très heureux de passer dans la chaîne de Finari. J'avais vu avec grand intérêt le passage de Valentin de Cryptost il y a quelques semaines et du coup très heureux de vous rejoindre aujourd'hui. On lui fait un petit coucou parce que c'est lui qui a fait la mise en relation. Marc, est-ce que tu peux nous parler de toi, comment tu as découvert la crypto et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à ce sujet ? C'est un très vaste sujet, mais on va rester dans le cadre de l'exercice et pas passer 3 heures ensemble, même si c'est toujours un plaisir de venir discuter. Moi, le catalyseur qui a été vraiment sur mon implication, ça a été la découverte d'Ethereum. C'est-à-dire que avant, comme beaucoup de gens, à cette époque-là, j'avais entendu parler de Bitcoin et j'étais dans une dynamique d'investissement / spéculation avec un marché haussier, un marché baissier. Comme tout investisseur, on apprend de nos erreurs et on bénéficie d'avoir fait ses devoirs de temps en temps. Mais en 2015, l'apparition d'Ethereum, ça a été pour moi vraiment un game changer puisque ça a été l'apparition et la mise en place des smart contracts et des applications décentralisées. Et pour moi, on est sorti du cadre d'une crypto-monnaie qui serait juste un système financier alternatif au système financier traditionnel, à vraiment ce qu'on a appelé le Web3, même si c'est un buzzword qui est un peu fourre-tout, mais toute cette capacité de créer des applications décentralisées et d'avoir des nouvelles choses qui ne sont pas possibles dans le monde, soi-disant Web2. Ça m'a intéressé énormément, ce qui a mené à la co-création avec quelques amis de l'association Ethereum, A7, qui est devenue ensuite Ethereum France, et puis ça a été le début du chemin. Et donc, tu avais un profil technique, tu es développeur, Alors, à l'époque, absolument pas. Je suis juriste, donc j'ai fait Paris 1, c'est ceux qui se reconnaîtront et à Saint-Hippolyte et les autres cours, mais t'es pas du tout dans ce domaine-là. J'étais un tout petit peu de technique puisque j'exerçais pas avant de devenir m'impliquer professionnellement dans la blockchain dans le monde juridique puisque j'étais data scientist dans une boîte qui faisait des metrics, mais par contre j'avais une vraie passion informatique depuis toujours. Et au final, en 2015, avec la découverte d'Ethereum, il n'y avait pas de formation. On n'avait pas, comme aujourd'hui, on peut avoir Alira, qui est l'école blockchain qui donne des formations. On peut avoir Alchemy Academy, Consensus Academy, etc., qui vont vous former à devenir développeur. À l'époque, il n'y avait ni outils, ni MetaMask, ni wallet. Et pour faire une transaction sur la blockchain Ethereum, il fallait la coder. Donc, il fallait bien apprendre. Et c'est l'un des points qui a été fondateur sur l'association Ethereum, c'est que cette nouvelle technologie, personne n'y comprenait rien. Et du coup, moi, j'avais à peu près compris ça et je présentais aux amis sur Internet. Voilà ce que j'ai compris. Par contre, là, j'y comprends rien du tout. Est-ce que l'un d'entre vous a compris comment on fait ceci ou cela? Et ces groupes de travail se sont transformés en ce qu'on appelle des meet-ups, qui sont des événements techniques de discussion assez importants dans notre monde. Et c'est devenu par ensuite des événements, la conférence 7CC, etc., etc. Et donc, tu parlais aussi de Consensus. Je pense que c'est un acteur qui ne parle pas forcément aux gens qui ne connaissent pas la crypto, mais ils sont essentiels dans l'émergence d'Ethereum. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Consensus, notamment ? Officiellement, Joseph Lubin, qui est le CEO et fondateur de Consensus et cofondateur d'Ethereum, puisqu'il était là dès le premier jour, il a un peu financé toute l'Ethereum Foundation avant la fameuse ICO de 2014. Donc, aux côtés de Vitalik Aux côtés de Vitalik et d'autres acteurs. Et aussi, il a monté l'entreprise Consensus, qui était la plus grosse boîte blockchain du monde à l'époque. Il faut savoir qu'en 2014-2015, travailler et être payé pour contribuer dans la blockchain, c'était absolument
inenvisageable. Donc, quand j'ai eu mon premier poste en 2016 chez Consensus, c'était une révolution d'être payé pour travailler dans le secteur. Maintenant, on est sur toute une industrie. L'ADAN, on a 200 membres qui sont des acteurs du secteur. On représente des millions et des millions de chiffres d'affaires annuels. Mais à l'époque, l'industrie était naissante et Consensus a vraiment travaillé sur l'infrastructure. Donc, ils ont sorti des produits comme Infura qui permettent aux entreprises de faire tourner des nœuds complets Ethereum et des nœuds archives Ethereum, ce qui est très utile quand on fait des applications décentralisées. Ils ont développé le wallet MetaMask, qui est l'un des wallets les plus utilisés du secteur encore aujourd'hui. Et ils ont fait énormément d'autres choses qui servent encore aujourd'hui à l'écosystème. Donc même si leur nom a été un peu dilué, et c'est en fait une bonne chose, ça veut dire que l'écosystème est arrivé à maturation et il y a eu de plus en plus d'acteurs. Donc ce grand acteur, du fait que de la croissance de l'écosystème en général, s'est fait un petit peu diluer par rapport aux autres acteurs, leur importance et leur contribution est reconnue dans l'écosystème. On parle beaucoup d'investissement en crypto et ça tombe bien puisqu'on vient de lancer le plan d'investissement en crypto le moins cher de France. Concrètement, ce qu'on propose, c'est qu'avec l'appli Finari, vous pouvez investir dans 14 crypto-monnaies, vous construisez votre indice sur mesure, vous choisissez une de nos collections, vous définissez la fréquence, le montant, on vous donne un IBAN français, vous déposez l'argent dessus et on s'occupe du reste. C'est 100% sécurisé et c'est la meilleure façon d'investir pour le long terme. Moi, je ne crois pas au trading, je crois à l'investissement régulier et c'est exactement ce qu'on propose avec le plan d'investissement crypto. C'est parti. Donc, après Consensus, tu as fini par rejoindre AAV, qui est un des piliers de la DeFi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait AAV et pourquoi c'est important ? AAV, c'est un protocole de liquidité. En fait, on va permettre de faire ce qu'on appelle dans la finance traditionnelle, et c'est un concept qui est très ancien, qui n'a pas du tout été inventé avec la finance décentralisée, c'est ce qu'on appelle du crédit lombard. C'est-à-dire on permet à des utilisateurs d'utiliser des actifs en collatéral, en garantie, pour pouvoir emprunter d'autres actifs. Donc très concrètement, si vous avez des Ethereum ou si vous avez du Bitcoin, vous pouvez les déposer sur le smart contract d'AV. Ça va vous donner un pouvoir d'emprunt, une loan to value en anglais, donc un ratio prêt-valeur qui va vous permettre d'emprunter par exemple d'autres Ethers ou alors des stablecoins, donc des jetons numériques qui sont indexés à la valeur de monnaie fiduciaire, généralement c'est du dollar. Et ça va vous permettre deux choses. Et la première chose, c'est que vous avez un besoin de trésorerie, mais vous n'avez pas envie de vendre vos bitcoins parce que vous pensez sur le long terme, les bitcoins vaudront plus. Et si on regarde les 10 dernières années, ça n'a pas forcément toujours été une mauvaise idée, même si forcément les marchés sont cycliques et que parfois c'est plus haut, parfois c'est plus bas, mais ça, c'est la réalité de chaque investisseur. Donc on va pouvoir accéder à de la liquidité sans vendre ses actifs. Et du coup, quand on aura comblé son besoin de liquidité, on pourra rembourser sa position et donc libérer son collatéral qu'on a mis en séquestre dans ces smart contracts. La deuxième chose, c'est que si on a envie d'avoir une position directionnelle, on peut par exemple mettre des Ethers en collatéral, emprunter des stablecoins, donc avoir une dette labellisée en dollars et utiliser ces dollars pour avoir plus d'Ethers et donc avoir une position avec levier là-dessus. Bien sûr, une position directionnelle sera plus exposée au mouvement de marché qu'une position simplement en collatéral. Tout ça, ce sont des positions qui sont absolument décentralisées. Donc, il n'y a personne... mon téléphone ne sonne pas à chaque fois que quelqu'un veut ouvrir une position sur AV, vu qu'on a des centaines de milliers d'utilisateurs, ça va peut-être pas des... Enfin, on a beaucoup d'utilisateurs. Ce serait compliqué à gérer. Par contre, tout est géré par des smart contracts sur la blockchain. Et donc, aujourd'hui, ça, en termes d'ordre de grandeur, ça représente quoi, AV ? Aujourd'hui, on est les marchés, on a été sur une année assez baissière sur les marchés en général, notamment sur les cryptoactifs. Aujourd'hui, on est aux alentours de 7 milliards de dollars de dépôts et aux alentours de 4,5 milliards d'emprunts. Alors bien sûr, pendant qu'on parle, certaines personnes ouvrent des positions, d'autres en ferment. Donc, et ce qui est intéressant dans la finance décentralisée, c'est que par définition, elle est auditable. Donc en fait, les gens n'ont pas besoin de me croire sur parole. Ils peuvent simplement aller sur av.com et le chiffre sera disponible pour eux. Donc ce sera peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ça dépend aussi au moment où vous regardez cette vidéo. Et tu parlais des crédits lombards, c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps. Enfin, d'ailleurs, ça remonte au banquier lombard, littéralement. Exactement. Et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, notamment dans des assurances-vie, chez les banques privées.
Et généralement, comme tu l'as dit, ça demande un intermédiaire, contrairement à AV. Donc, on va aller apporter typiquement des fonds, on peut apporter des actions aussi, et on va pouvoir emprunter une loan to value. Mais généralement, elle va être, on va quand même devoir déposer bien plus, on va surcollatéraliser sa position. Est-ce que c'est pareil sur AAV? Est-ce qu'il faut déposer plus de collatéral que ce qu'on va emprunter pour garantir qu'en cas de baisse, le protocole puisse vendre et récupérer sa mise? C'est tout à fait ça. Toute position sur AV est surcollatéralisée, ce qui permet que les apporteurs de liquidités, donc en fait, on a 80% des utilisateurs d'AV en moyenne qui apportent des actifs sur AV et n'empruntent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent un revenu passif du fait des smart contracts. Ce revenu, il ne vient pas de nulle part, il n'y a pas d'argent magique. Ce revenu vient des gens qui, eux, apportent des actifs, mais aussi en empruntent d'autres. Et lorsqu'ils les empruntent, ils payent un taux d'intérêt. Ce taux d'intérêt va en très grande majorité aux gens qui apportent des actifs. Et aujourd'hui, ces taux d'intérêt sont payés directement par les emprunteurs. Et pour garantir le fait que, quoi qu'il arrive, les gens qui apportent de la liquidité retrouvent leurs fonds lorsqu'ils ont besoin de récupérer cette liquidité, qui souhaitent faire un retrait de la plateforme, toute position est surcollatéralisée. Donc, ça dépend de l'actif. Donc, il y a des paramètres de risque qui sont définis directement par la DAO, l'organisation décentralisée autonome des smart contracts d'AV. Et il y a plus de 600 paramètres de risque, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines d'actifs différents qui sont disponibles sur AV sur 7 réseaux différents, donc Ethereum, des Layer 2 et des blockchains alternatives à Ethereum. Et donc, un actif qui sera de haute qualité avec peu de volatilité comme l'Ether permettra d'avoir une puissance d'emprunt plus grande qu'un actif plus jeune qui a plus de volatilité, moins de capitalisation et moins de liquidité secondaire. Donc si on dépose $100 d'Ethereum sur AV, on va pouvoir emprunter 80, 85, 86 $. Ça dépend de ce qu'on emprunte et où on l'emprunte de valeur. Si on apporte du One Inch, par exemple, qui est un très bon actif, mais qui a fait moins ses preuves qu'Ethereum, on va pouvoir, sur $100 de One Inch, on va pouvoir emprunter 40, 45, 50 $ selon la configuration de la position. Et donc là, tu as parlé notamment de la volatilité. Donc, qui dit volatilité dit risque. Aujourd'hui, moi, si je veux me lancer sur AAV ou sur un autre protocole équivalent, c'est quoi mes risques? Aujourd'hui, il va y avoir un risque de marché qui est inhérent. C'est-à-dire que toute position dans n'importe quel actif sur n'importe quel marché est inhérente à la loi du marché. C'est la valeur quand vous achetez des Ethers à 1700 $, vous avez le risque de gagner de l'argent si ça vaut 2000 $ demain, et le risque que l'argent que vous avez investi vaille un peu moins si ça vaut 1000 $ demain. Et en fait, ces deux probabilités sont tout à fait envisageables. Et ça, c'est très important. On ne le rappellera jamais assez. Le risque de volatilité existe pour tout investisseur, et ça, c'est quelque chose qui est... Toute personne qui vous dit que ce risque n'existe pas est en train de vous arnaquer. Ça, très clairement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un risque de smart contract. Donc, AV, la code base, le code de la finance décentralisée le plus audité du secteur. Il y a eu 9 audits différents sur la B3. Donc, c'est des audits de sociétés tierces de sécurité informatique qui analysent le code informatique d'AV et qui essayent de trouver des failles, etc., et qui sont mandatés pour le faire. Mais ça ne veut pas dire que le risque le risque est de zéro. Donc, il est possible que, potentiellement, et c'est arrivé dans la finance décentralisée, qu'un hacker arrive à trouver une faille dans le système et puisse prendre des fonds qui appartiennent aux apporteurs de liquidités. Donc ça, c'est un premier risque qui est important. Le deuxième risque, c'est le risque des paramétrisations des risques. Donc si on définit par exemple trop de collatéralisation sur un actif et qu'il y a un événement de volatilité plus important que prévu par les smart contracts et que du coup il y a un nombre important de positions à liquider, c'est jamais arrivé sur AV, mais ça pourrait arriver de manière théorique. Il est possible que les liquidateurs n'arrivent pas à repayer les positions en lieu et place des emprunteurs suffisamment vite, et du coup on se retrouve avec des positions qui sont sous-collatéralisées. Et du coup, si c'est sur-collatéralisé, ce delta entre la valeur de la dette et la valeur du collatéral, il faudra bien le trouver quelque part. Alors, AV s'organise là-dessus par un fonds d'autoprotection qu'on appelle le safety module, le module de sécurité, où toute personne qui détient l'actif AV peut décider de le mettre dans un smart contract, le bloquer pour 20 jours minimum
et être cette seconde ligne de défense si les liquidateurs n'arrivent pas à faire leur travail. Sur les 3 années d'existence d'AV, on n'a jamais eu besoin de mobiliser le safety module, mais c'est quelque chose de théorique qui existe. Aujourd'hui, il y a 250 millions de dollars dans le safety module, mais comme il y a 7 milliards sur AV, si demain c'est l'armageddon financier total, forcément, il y aura des pertes. Et ça, c'est un risque qui existe et il faut être en toute transparence là-dessus. Ce qui est important dans la finance décentralisée, et je veux terminer là-dessus, c'est que le principe même, l'éthos de ce qu'on fait, c'est que tout est auditable. C'est-à-dire que toute personne est capable à chaque instant de vérifier les smart contracts d'AV, de vérifier la santé des positions de chaque utilisateur et du coup peut se faire une opinion informée sur l'état de santé du système. Ça, c'est quelque chose qui a été jamais vu. Si aujourd'hui vous toquez à la porte de la Société Générale, j'étais avec eux ce matin, la filière Forge qu'on apprécie beaucoup, et à la DAN, et qu'on leur dit sur tel produit financier, quelles sont toutes les positions de tous vos utilisateurs, ils vont dire vous êtes gentil mais vous n'êtes pas l'AMF, monsieur, sortez de nos bureaux. La DeFi permet d'avoir cette auditabilité, cette transparence permanente, et c'est pour moi une grande plus-value. C'est quoi les cas concrets d'application, et est-ce qu'il y a des cas qui sont vraiment liés à notre vie courante? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des actifs et des besoins de trésorerie et qui souhaitent mobiliser ces actifs. C'est quelque chose qui est assez peu utilisé, malheureusement. En France, on n'a pas cette culture financière et donc, à moins d'être dans des milieux qui ont des patrimoines importants depuis plusieurs générations où il y a cette éducation et cette transmission du savoir financier, on n'utilise pas beaucoup le crédit lombard. Mais par contre, dans d'autres cercles ou dans d'autres cultures et pays, tout le monde a l'équivalent du PEA. Et quand ils ont besoin de s'acheter une voiture, ils ne vont pas prendre un crédit. Ils vont dire, voilà, je vais payer que les intérêts pendant 3 ans. Et puis après, je revendrai la voiture. Et puis, je repayerai mon capital, etc. Tous ces montages-là qui permettent d'avoir une flexibilité financière, ils sont naturels dans d'autres cercles. On n'a pas encore cette éducation financière en France. Ça progresse parce que les Français sont de plus en plus à l'écoute et de plus en plus dans cette envie de développer leurs compétences et de développer leur patrimoine autrement que juste avoir un livret A. C'est tant mieux, je pense. Et dans les cas concrets, c'est aujourd'hui les gens qui veulent développer un patrimoine peuvent l'utiliser en collatéral pour accéder à de la liquidité. Et les gens qui veulent avoir des positions directionnelles pour renforcer leur position parce qu'ils ont un pari sur l'avenir, sur une direction du marché, peuvent le faire aussi de manière entre guillemets douce sur AV, puisque avec ces jeux de surcollatérisation, on n'est pas comme sur des marchés futurs à x30, etc. On ne peut pas faire ça sur AV, mais on peut avoir un renforcement des positions comme ça. Et aujourd'hui, c'est les cas d'usage principaux. Et tu parlais justement des gens, de l'éducation des Français qui est problématique. Si on prend le cas de quelqu'un qui veut se lancer dans la DeFi et qui voudrait investir dedans, par quoi il commencerait ou par quoi il devrait commencer selon toi? Déjà, moi je pense que l'étape 1, c'est s'intéresser à la finance en général. Je pense qu'avant d'arriver dans un cas très précis comme la finance décentralisée, on est quand même sur un marché qui est émergent, on est sur une technologie qui est nouvelle. Bien sûr, je prêche ma paroisse et je suis convaincu du bien fondé de la plus-value d'AV, mais je pense que pour le grand public, il est important de voir les fondamentaux d'abord. C'est-à-dire que si on n'a pas de capacité et de savoir-faire pour gérer un patrimoine, on ne commence pas directement par acheter du Bitcoin et mettre tous ses sous dans le Shiba Inu ou ce genre d'actifs extrêmement risqués, extrêmement volatiles. D'abord, allez vous ouvrir un PEA, suivez la chaîne de Finari, il y a plein d'intervenants qui parlent de choses de qualité, et puis on arrivera dans la DeFi un petit peu plus loin sur son chemin. Si on est déjà un petit peu sur les bases de l'investissement et qu'on a envie de rentrer dans le monde de la finance décentralisée, moi je conseille, Valentin était présent, il a sorti un livre aux éditions Larousse, si je dis pas de bêtises, crypto-monnaie, je me souviens plus du titre exact, mais je pense qu'il sera en description, qui est une très bonne porte d'entrée, très simple d'accès et très ouvert. Pour les gens qui sont anglophones, mais sinon il y a des sous-titres sur YouTube, il y a la chaîne Finématique,
qui est un petit peu plus technique, mais c'est une chaîne YouTube avec de l'animation et c'est très très bien expliqué. On peut aller un petit peu plus loin comme ça. Et sinon, on est sur Twitch tous les lundis soirs, ça va pour un niveau un peu plus élevé avec la chaîne de Cryptomatrix, qui est tous les matins sur YouTube et tous les lundis soirs sur Twitch. Et si tu devais donner peut-être des stratégies d'investissement que tu trouves intéressantes, tu as parlé du fait de prendre des positions directionnelles. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies qui peuvent être pertinentes? Aujourd'hui, moi, par exemple, dans ma diversification personnelle, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, je suis très exposé aux cryptoactifs, mais en même temps, je prêche ma paroisse et c'est ma thèse principale d'investissement, mais je suis quand même dans une diversification et je conseille à tout le monde, enfin, si vous avez 100% de votre patrimoine en Bitcoin, je pense qu'il y a un souci. Enfin, c'est bien d'avoir des convictions, mais c'est bien aussi d'avoir une diversification. Et du coup, je me diversifie dans la tokenisation immobilière, Realty. Et on a un marché en collaboration avec AV Realty, qui permet d'avoir des parts dans des actifs immobiliers à rendement aux États-Unis, qui sont tokenisés, qu'on peut utiliser en collatéral. Et en fait, ça permet d'avoir une diversification, un rendement de ce côté-là, mais quand même les utiliser en collatéral dans une version d'AV sur la blockchain Gnosis pour pouvoir avoir libéré des stablecoins et les redispatcher sur d'autres investissements. Et on a, pour moi, je pense à un produit qui est intéressant puisque là, le collatéral, c'est pas juste du Bitcoin ou de l'Ether. C'est une vraie maison quelque part sur la côte est des États-Unis. Et c'est quoi le futur du coup de la DeFi? Là, tu as présenté un cas qui est hyper intéressant. Est-ce que tu vois d'autres cas qui vont émerger et qui vont vraiment changer notre façon d'investir? En fait, aujourd'hui, on arrive dans la phase de la maturité de la finance décentralisée. Le temps des innovateurs, des foufous, de ce qu'on a appelé des dégènes dans l'écosystème où on était beaucoup dans des excès, voilà. Mais c'est normal, une nouvelle technologie, on essaye, par définition. On arrive dans la phase de la maturité. La phase de la maturité, elle arrive par le cadre de la régulation. On a eu par exemple la loi MiCA, qui ne concerne pas directement la DeFi, mais qui a encadré les Crypto Asset Service Providers, qu'on appelle PSAN en France, prestataires de services en actifs numériques, qui a un petit peu encadré comment on rentre dans le marché des cryptoactifs, comment on sort des marchés des cryptoactifs, l'acquisition et la vente de cryptoactifs. Et tout ça s'accompagne d'une régulation qui permet aussi, alors bien sûr ça limite, mais ça permet. Ça limite, certes, parce qu'on peut pas. Le Far West est terminé, et je pense que c'est pas une si mauvaise chose que ça, même si l'innovation, on est du côté de l'innovation et que c'est moins il y a de cadres, plus on peut innover. Mais en même temps, un cadre, ça permet de faire certaines actions où on sait que voilà, on est dans le cadre de la légalité, on est dans le cadre de la réglementation, donc on peut construire sur le long terme avec des acteurs plus institutionnels et sur d'autres verticales que juste la blockchain qui parle à la blockchain. Et donc, on est sur l'année, et je pense le cycle de ce qu'on appelle les real world assets, où on est sur de la tokenisation d'actifs qui sont hors chaîne et qu'on apporte on-chain. Donc, on a eu un gros travail sur la finance décentralisée pour aller tokeniser des bonds et des treasuries, donc des titres obligataires, puisque je pense que les gens qui nous regardent se sont rendus compte qu'il y a eu un petit peu d'inflation par rapport à une pandémie et que certaines actions des banques centrales, et que les titres obligataires n'ont pas du tout les mêmes rendements que les rendements négatifs qu'on connaissait avant la période qu'on a tous connue. Et du coup, lorsqu'on peut avoir 5, 6, 7% sur des T-bills américains, c'est quelque chose qui est intéressant d'utiliser en collatéral ou d'aller s'exposer. Et donc, c'est Centrifuge, par exemple, qui a été l'un des pionniers sur cette question-là, qui a beaucoup travaillé avec MakerDAO. Donc, on travaille avec eux, avec AV, mais ça fait déjà 1 an qu'ils travaillent avec MakerDAO. Et aujourd'hui, on est sur un marché qui représente 170 millions de dollars de revenus chez MakerDAO. Donc, c'est un gros marché avec 2,8 milliards de lignes de crédit DAI. Donc leur stablecoin MakerDAO là-dessus. Donc on est sur un gros marché qui se développe. AV, on se développe aussi là-dessus avec notre stablecoin Go. Donc c'est quelque chose qui va probablement prendre essor en 2024. Beaucoup de tokenisation immobilière. Beaucoup de tokenisation aussi de lignes de crédit sur du corporate bonds, corporate paper. Et on est, pour moi, dans quelque chose qui est assez intéressant puisqu'on crée des liens. C'est-à-dire la blockchain qui parle à la blockchain et les geeks qui parlent aux geeks, c'est sympa, mais l'économie, entre guillemets, réelle, même si je considère que l'économie on-chain est réelle, bien sûr, mais faire des ponts entre ce qui se passe en dehors de la blockchain et ce qui se passe sur la blockchain, c'est pour moi une vraie plus-value.
Et toi, chez AV, tu as travaillé avec des entreprises qui, justement, voulaient mettre un pied dans la blockchain ou voulaient tokeniser des actifs ou se demandaient comment aller faire des lignes de crédit ou peut-être aller, je sais pas, mettre leurs obligations Oui. Sur AV. Donc, on travaille avec Centrifuge. On a été les premiers à travailler avec eux sur un marché AV qui s'appelait le Real-World Asset Market, qui a été un bon succès d'estime pour l'époque, puisqu'on parle de 2021. Alors, ça n'a pas l'air d'il y a longtemps, mais à l'échelle de la DeFi, le temps est un petit peu... 2 ans, c'est une éternité. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais ça a été un bon succès d'estime avec 40 millions de dollars de dépôt, ce qui, à l'époque, pour ce type de produit, était pas mal. On a eu aussi le marché ARC de AV, qui était une version d'AV pour institutions, où on a eu 70 institutions qui ont été onboardées. Ça, je vous parle de mon temps à l'AV Company, puisque j'ai quitté l'AV Company l'année dernière pour fonder l'AV China Initiative. Ça aussi, ça a pas mal marché, mais ce qu'on en a appris, ce qu'on a appris de ces expériences en 2021 et 2022, donc du marché Centrifuge et du marché ARC, c'est que la scalabilité, la manière de grandir ce type de marché, elle passe par l'émission d'un stablecoin. C'est les leçons qui ont été tirées chez MakerDAO qui émet le DAI, puisque les institutions demandeuses de liquidité sont assez faciles à trouver et assez motivées généralement à sauter le pas et aller on-chain. Les institutions qui apportent de la liquidité, elles sont assez demandeuses. On a eu, je crois, 60 millions de dollars dans le marché ARC. Mais pour déposer un demi-million ou 1 million, il n'y a pas de problème. Mais pour dire, bon, bah voilà, le proof of concept fonctionne. Maintenant, on va augmenter la taille des positions et passer à 50 ou 100 millions. Bah là, on rentre dans des mécanismes autres de compliance, etc. Et l'inertie de ce type d'acteur fait que c'est beaucoup plus efficace de créer, que le protocole lui-même soit apporteur de liquidité. Et du coup, c'est toute la dynamique qui a été développée avec le Go en résonance avec le travail fait déjà par MakerDAO. MakerDAO, c'est un mot-clé intéressant. DAO, une organisation décentralisée. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept et comment, toi, justement, tu travailles avec des DAO ? Alors, l'AV China Initiative, donc l'ACI, que j'ai fondée cette année, travaille pour l'organisation décentralisée autonome d'AV. Alors, AV, à la base, c'était une entreprise fondée par Stanley Kulechov, qui est le CEO de l'AV Company. Et cette entreprise a fait une ICO à l'époque, en 2017, pour un projet qui s'appelait Healthline, qui s'est rebrandé en AV en 2019 lorsque j'ai rejoint l'aventure. Et cette entreprise a créé la version 1 d'AV. Le début du code, et avait le contrôle du protocole AV, puisqu'il faut bien commencer quelque part. Tout projet, c'est une personne qui a une idée, qui parle à d'autres personnes et qui se disent, bon, est-ce que tu veux investir ou est-ce que tu veux travailler avec moi, ou les deux, et allons ensemble dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est tout le bonheur de contribuer et de créer des choses. Et donc, il faut bien que ça commence de manière un petit peu centralisée, parce qu'on ne peut pas commencer une entreprise le premier jour et avoir pour modèle le Conseil de l'Europe. A priori, ça va être peu efficace. Si on demande à 10 000 personnes, vous pensez quoi de la couleur du bouton sur le site AV pour déposer des Ethers, ça va être assez peu efficace de faire comme ça. Mais ça a été la phase de lancement. Donc là, on parle de 2019, on parle de 2020. À partir de l'année 2021, il y a eu l'onboarding de délégués sur AV et la mise en place du smart contract de gouvernance. Donc le protocole, au lieu d'être actualisé directement par une entreprise et des développeurs d'une entreprise qui mettent à jour le smart contract directement, le smart contract, donc le protocole lui-même, a commencé à être mis à jour par des gens qui votaient pour ces mises à jour. Ces mises à jour s'appellent AV Improvement Proposal, AIP. Et donc, on demande à la communauté, est-ce que vous souhaitez que tel actif rejoigne les actifs en collatéraux sur AV? Est-ce que vous souhaitez que tel actif ait plus de pouvoir de collatéralisation dans l'avenir? Est-ce que vous souhaitez que AV se déploie sur Base, qui est le layer 2 de l'acteur Coinbase? Donc, ce type de questions, les personnes qui disposent du jeton AV, qui est disponible sur les marchés secondaires, peuvent, selon le nombre de jetons qu'ils ont, voter oui ou non, et du coup implémenter oui ou non les changements. Et donc, il y a vraiment une mise au centre du cœur du réacteur de la communauté et des gens qui ont le jeton AV sur le processus de décision. Et puis, toute l'histoire d'AV, ça a été
la décentralisation progressive, ce qu'on appelle le Decentralization Journey, donc le parcours de décentralisation de la DAO-AV, avec une AV compagnie qui, comme Consensus au final, si vous avez suivi notre discussion par rapport au début, Consensus faisait 98% et employait 98% des gens qui travaillaient sur Ethereum. Aujourd'hui, ça doit être 5%, peut-être 3%. Et ben, l'AV Company, on n'est pas à 5% parce qu'ils contribuent bien quand même, et on reconnaît leur travail, mais on doit être sur 10-15% de ce qui se passe sur AV. Et tout le reste, c'est l'AV Chain Initiative. Sur les paramètres de risque, ça va être Chaos Lab et Gauntlet. Sur le développement purement smart contract et code, ça va être BGD Labs. Et il y a une douzaine de contributeurs qui sont des entreprises qui travaillent directement par la DAO et qui sont payés par la DAO. Payés par la DAO, ça veut dire d'où vient l'argent. Et il n'y a pas d'argent magique, ça on l'a aussi dit dans notre discussion. Cet argent provient du fait que AV est un protocole mature. Lorsque les gens ouvrent des positions sur AV, ils payent des intérêts. Et une fraction de ces intérêts, c'est ce qu'on appelle le reserve factor, est perçu par le protocole lui-même. Il n'est pas perçu par l'entreprise AV, AV Company, il est perçu par la DAO AV qui a aujourd'hui une trésorerie et une réserve directement on-chain. Donc on est sur quelque chose de nouveau qui n'existe pas dans le monde traditionnel, où en fait on a du code informatique qui perçoit un revenu et qui stocke un revenu sur la blockchain. Donc, ce n'est pas un revenu ou une trésorerie qui est dans un compte en banque quelque part. Il est directement sur la blockchain Ethereum. Et cette trésorerie est contrôlée directement par les gens qui détiennent le jeton AV. Et c'est eux qui décident comment ils attribuent ces fonds ou pas. Sur les 3 dernières années, on est aux alentours de 65-70 millions de dollars de revenus. Donc, c'est un revenu qui est relativement conséquent. Par an ou... Sur les 3 dernières années. Là, on est sur un marché qui est un peu plus baissier ces derniers temps. La dernière fois que j'ai regardé, on était aux alentours de 15 millions de dollars de revenus annuels sur l'année 2023, ce qui n'est pas si mal pour un marché baissier, mais ce qui permet de financer les entreprises qui travaillent pour AV. Là aussi, les chiffres sont publics, donc je parle de mémoire, mais n'hésitez pas à aller confirmer l'information on-chain, et c'est tout le principe de la finance décentralisée, c'est qu'on peut vérifier. Le budget de la DAO AV est aux alentours de 12 millions de dollars. Donc voilà, il y a une différence entre le revenu et le budget d'environ 3 millions, plus ou moins, mais on est dans ces eaux-là. Et donc, l'AV Chain Initiative est payée directement dans ce budget, et les autres prestataires de services sont payés directement dans ce budget. Donc, dans le concret, il y a 6 mois, j'ai écrit une proposition sur le forum de gouvernance d'AV, de dire « Bonjour, je m'appelle Mark Zeller, j'ai quitté l'AV Company auquel j'ai contribué pendant plus de 3 ans. Maintenant, j'ai fondé ma propre entreprise, l'AV Chain Initiative, et voici ce que je souhaite faire sur les 6 prochains mois. Voici ma vision pour le protocole AV, et voici le budget que je souhaite présenter pour réaliser cette vision. » Et du coup, les gens de la communauté ont voté. Et donc, il y a 6 mois, j'ai reçu un budget qui m'a permis de recruter les 5 personnes qui travaillent à l'AV Chain Initiative et de les payer. Et là, on arrive aux 6 mois. Et du coup, à la fin du mois, je reviendrai au forum de gouvernance et je présenterai le bilan des 6 derniers mois et ma vision sur les 6 mois suivants. Et ce sera encore à la communauté de décider s'ils souhaitent renouveler leur confiance à l'AV Chain Initiative ou pas. Et c'est fait de manière complètement transparente. Il n'y a pas une banque entre les deux. Il n'y a pas de... C'est directement fait sur la blockchain. Et ça, c'est une nouvelle manière de faire et c'est très intéressant, je trouve. C'est de la démocratie directe, quelque part. C'est une démocratie directe, certes. Après, dans la réalité, c'est une démocratie représentative liquide. Et on ne peut pas reprocher aux gens qui travaillent 40 heures par semaine de ne pas lire le forum de gouvernance d'AV toute la journée. Et donc, il y a un système de délégués. L'AV Chain Initiative est aussi une plateforme de délégation. Donc, les gens qui possèdent du AV peuvent décider d'accorder leur confiance à l'AV Chain Initiative pour nos actions pour le protocole AV. Et du coup, nous, il y a plus de 450 adresses qui nous délèguent des AV. Certains ont un AV, certains en ont 10 000. Donc, c'est vraiment très divers dans les profils des gens qui nous soutiennent. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, on est la principale plateforme de délégation, le principal représentant de la DAO AV, numéro 1 en termes de vote. Donc, tu représentes quel pourcentage des votes aujourd'hui ? Aujourd'hui, en concret, je suis sur 700 000 votes exprimés en moyenne. Bien sûr, parfois, il y a moins de votes, plus de votes. Je représente 140 000 votes. Et le numéro 2 est à 108 000.
Donc, je suis un petit peu au-dessus du numéro 2, mais au final, on est sur 6-7 plateformes de délégation qui sont aux alentours de 100 000. Certains sont un petit peu moins. Je pense que les plus petits sont à 40-45 000. Et moi, je suis le plus gros à 135 000 à peu près. Donc, on est sur des choses assez équilibrées. On est dans une gouvernance qui est relativement décentralisée, puisqu'au final, si demain je me lève le matin et que j'ai envie de lister un actif et que personne n'a envie d'en entendre parler parce que c'est quelque chose avec beaucoup de volatilité, avec peu d'intérêt stratégique, il est très probable que les autres disent merci Marc, mais non merci. Et puis, je ne pourrais pas imposer une décision, même si je suis le principal délégué. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très sain. Est-ce qu'il y a d'autres DAO qui sont, que tu trouves intéressantes et qui ont une taille similaire à celle de d'AAV? Je pense que l'autre exemple de l'écosystème, c'est MakerDAO, qui est plus ancienne, plus expérimentée, puisque MakerDAO est aussi un projet plus ancien que AAV. En termes d'organisation et de présence sur les marchés. Mais c'est un autre style. Et c'est pas une critique de ma part, mais on aime bien s'envoyer des pics forcément, même si on n'est pas particulièrement concurrents, mais forcément, ça fait partie du jeu. Eux, ils sont dans une vision un petit peu plus Conseil de l'Europe, avec très cadré, etc. Alors que contrairement, ce que j'essaye de mettre en avant dans la DAO-AV, c'est le principe de minimum viable bureaucratie. Donc la bureaucratie minimum viable pour pouvoir s'organiser. Donc forcément, il faut des règles et des cadres pour s'organiser, sinon c'est le chaos et la cacophonie. Mais j'ai très à cœur d'être inclusif. C'est-à-dire que si on ne peut pas s'attendre à ce que quelqu'un qui travaille 40 heures par semaine passe sa journée sur le forum d'AV, j'ai quand même l'envie que quelqu'un qui se découvre une passion puisse se rattraper aux branches et découvrir et comprendre un petit peu comment ça marche en y investissant quelques heures de sa vie et pas quelques mois ou quelques années de sa vie. Il est important, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme en DAO pour pouvoir participer à la DAO-AV et c'est très important. Puisque si c'est une démocratie représentative, je pense qu'il est important aussi que les gens qui ont dit AV, qui veulent juste s'exprimer là-dessus et voter, puissent le faire et ils sont bienvenus pour le faire, bien sûr. Et un des sujets qui est connexe, c'est l'émergence des DAO fait émerger un nouveau type de web. On a beaucoup parlé du Web 3, on a notamment dit que c'était un peu un buzzword. Déjà, ça veut dire quoi le Web 3 et c'est quoi, toi, ton avis sur ce sujet? La plus-value, c'est la décentralisation, l'auditabilité. Aujourd'hui, lorsque j'ai un compte Google, le Web 2 s'est formé sur l'idée que la monnaie du Web 2, c'est la donnée personnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans l'éthos de la blockchain en général, c'est qu'on redevient propriétaire de ce qu'on a sur Internet. Que ce soit ses données, que ce soit son patrimoine, que ce soit ses actifs, que ce soit son wallet, etc. On redevient propriétaire, on reprend le contrôle, puisqu'on avait beaucoup donné le contrôle à des GAFAM, etc. Je crois que ça a changé de nom maintenant, je suis un peu vieux. Mais bon, c'est un autre acronyme, mais je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et ce principe de décentralisation, c'est que l'utilisateur peut être aussi dans le processus de décision de comment sont les choses. Également, l'auditabilité, donc je sais exactement ce qu'on fait de mon argent, comment mon argent est utilisé et où est chaque centime dans le protocole auquel j'interagis. Et ça, je pense que c'est une plus-value qui est réelle. Et il est important, il me semble. Bien sûr, chacun a sa vision des choses. Les choses ne sont pas binaires. On ne passe pas du Web 2 au Web 3 et du Web 3 au Web 2. Si on franchit une frontière invisible, c'est plutôt un spectre sur lequel on va se situer dans le parcours de la décentralisation. Mais il est important de garder à cœur certaines valeurs et qui fonctionne un petit peu comme une direction dans lequel on va tous regarder en tant qu'acteur de l'écosystème. Tu as parlé du contrôle de ces données. Il y a un cas d'usage qui est intéressant, c'est qu'avec l'émergence de l'IA, il y a énormément de fakes qui émergent, il y a énormément de faux contenus qui sont créés. Et une des solutions proposées, c'est en fait d'utiliser la blockchain pour pouvoir quelque part signer des vrais contenus, ou en tout cas vérifier l'authenticité. Est-ce que c'est un cas que tu considères comme étant intéressant? Moi, je pense que c'est un cas qui est essentiel. Pas juste intéressant, mais essentiel. C'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je suis plus dans la finance. Mais aujourd'hui, là, ça fait plus d'une demi-heure qu'on parle ensemble et on a un bon moment ensemble. Mais
Il faut comprendre que comme j'ai une émission sur Twitch tous les lundis soirs et que j'ai beaucoup intervenu sur scène, dans les réseaux sociaux, sur différentes chaînes, il existe sur Internet suffisamment de matériaux, et pour toi et pour moi, pour faire des deepfakes qui sont absolument possibles, où en fait ça fait une demi-heure et le vrai Mark Zeller est jamais venu dans ce studio. Alors, je suis le vrai Mark Zeller, je peux vous le dire, mais ma parole à quelqu'un qui fait du deepfake le dira aussi bien que moi, avec exactement la même voix, et même ma mère ne trouvera pas la différence. Par contre, moi je possède quelque chose que aucun hacker ne possédera, normalement, si je fais bien mon travail, et aucune IA ne sera capable de répliquer, c'est que j'ai un ledger, j'ai une clé privée, et je suis capable de signer mon contenu, et de dire, oui, cette interview que j'ai fait sur Finari, c'est bien moi qui suis en train de parler, et en signant avec mon ledger, avec ma clé privée, notariser cette information sur la blockchain Ethereum, là on prouve à 100% que j'ai participé à cette émission. Aujourd'hui, c'est très... On se rend compte, je pense que les gens commencent à se rendre compte que les deepfakes, c'est réel, que les fausses photos, c'est réel, mais c'est encore quelque chose qui est un peu dystopique ou lointain dans la tête des gens. Je pense qu'on est à 1 an, 2 ans, où on aura des deepfakes impossibles à distinguer de la réalité. Le niveau a énormément évolué et extrêmement vite. Et je pense qu'il est absolument important et que chaque citoyen doit avoir sa clé privée et se préparer sur le fait de signer ses contributions sur Internet. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que un des reproches qu'on fait à la crypto, c'est que finalement, c'est juste un véhicule de spéculation. Tu viens de citer un cas d'usage qui pourrait permettre de contrer les deepfakes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui te semblent évidents et qui vont devenir monnaie courante demain ? Moi, je pense que très clairement, l'identité numérique, c'est extrêmement important dans les cas d'usage non financier, la notarisation. En fait, la blockchain et les blockchains publiques, et là, c'est très à faire attention aux buzzwords, parce que beaucoup de gens font des solutions de notarisation, mettre les diplômes en ligne, etc. Et puis, quand on regarde un petit peu dans les coulisses, il y a 2 pauvres nœuds qui... c'est une base de données, quoi. Voilà, c'est une base de données, et en fait, il y en a un chez OVH et l'autre chez Amazon, bon, voilà, et contrôlé par la même entité. Mais lorsqu'on va notariser des données sur Bitcoin, sur Ethereum, ça a une valeur. Et on ne peut pas changer l'information puisque la blockchain est immuable, ce registre distribué, c'est vraiment la technologie, c'est ce qu'on permet de faire. C'est pour moi, je souhaite continuer d'insister là-dessus puisque on est sur un énorme cas d'usage non financier qui est complètement non spéculatif, mais pourtant qui est extrêmement important. Et au-delà dans les cas d'investissement, est-ce qu'il y a des cas qui ne sont pas purement spéculatifs, mais qu'on pourrait retrouver bientôt dans notre vie courante au lieu d'aller faire un prêt à la banque pour acheter sa maison, on le ferait sur la blockchain. Au lieu d'ouvrir un PEA dans une banque, en fait, on le ferait via son ledger. Aujourd'hui, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, on peut utiliser la finance décentralisée pour ce genre de produit, mais bon, ça fait partie de l'investissement et de la spéculation. Investissement et spéculation, la différence, c'est l'échelle de temps et aussi les yeux et la motivation de l'investisseur lui-même. La ligne est floue, c'est pas binaire. Mais pour moi, l'autre cas d'usage qui est assez important, c'est les stablecoins. Je pense que puisque un stablecoin, par définition, est un actif numérique non spéculatif. C'est si vous achetez de l'USDC, vous ne serez pas millionnaire demain. A priori, ça va être compliqué. Si ça fonctionne comme prévu, ça vaudra toujours $1 demain et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y aura ni plus-value ni moins-value, sauf sur votre euro-dollar, enfin bref, les cours basiques. Et ça, c'est quand même des cas d'usage que je trouve beaucoup plus respectueux et moins liberticides que les monnaies numériques de banque centrale. Où là, on peut appuyer sur un bouton et vous dire finalement, votre argent n'est plus votre argent parce qu'on considère que ce que vous avez mis sur les réseaux sociaux, c'est pas très sympa, ou voilà, ce genre de futur dystopique qu'on peut envisager. Et aussi, on peut faire du paiement un samedi à 3h du matin si on le souhaite. Alors, la finance traditionnelle en Europe, on est bien lotis. On a le Instant SEPA, par exemple. On peut faire... ça s'est bien amélioré. Mais quand on sort de l'Europe, en tout cas de la zone euro, on se rend compte que la finance traditionnelle, c'est pas toujours aussi efficace. Essayer d'envoyer une facture à une entreprise aux États-Unis et de leur expliquer comment faire un virement, c'est assez compliqué. Aller retirer, pareil, sur un ATM aux États-Unis, vous allez payer 2,5% de frais. Vous ne comprenez pas pourquoi. C'est juste que c'est le réseau bancaire qui agit en cartel et donc ça fonctionne comme ça. Tous ces trucs-là sont beaucoup plus efficaces avec la blockchain, surtout avec les réseaux de scalabilité. Donc
donc les Arbitrum, les Base, etc. Et avec les stablecoins, on peut avoir aujourd'hui payer pour des services, se faire payer en stablecoin est beaucoup plus efficace que ce qu'on a sur la finance traditionnelle. Finance traditionnelle, justement, ou TradFi, comme on aime bien l'appeler en crypto. J'imagine que tu as interagi, tu disais que tu interagissais avec la Société Générale, mais j'imagine que tu en as vu plein. Je pense qu'ils sentent le vent tourner. C'est quoi les premiers cas d'usage sur lesquels ils se concentrent pour justement devenir aussi des acteurs importants de la crypto? Aujourd'hui, c'est la finance décentralisée, forcément, puisque les passerelles sont évidentes entre la finance et la finance décentralisée. Aujourd'hui, ce qui les intéresse énormément, c'est les real-world assets, la tokenisation. Donc, pouvoir... parce qu'ils ils ont souvent énormément d'actifs à valoriser. Et par définition, un protocole comme AV est ultra efficient. Il n'y a pas de ce qu'on appelle du rate tape, il n'y a pas de paperasse, etc. Si on a tokenisé un actif et que cet actif est reconnu par le protocole, on peut le déposer aussi un samedi à 3h du matin et prendre une ligne de crédit immédiatement. Et ça, c'est sans avoir à demander à qui que ce soit, puisque le protocole est algorithmique et il s'organise lui-même sur la blockchain Ethereum. Ça fonctionne très très bien. L'autre sujet qui les intéresse énormément, c'est les stablecoins aussi. On est sur le cœur du réacteur, tokenisation et ligne de crédit en stablecoin, puisqu'au final, ils vont prendre ce qu'il y a de mieux pour eux, et de plus efficient et encore plus efficient que leur monde à eux sur la blockchain pour pouvoir améliorer leurs services hors-chain aussi. Parce qu'aujourd'hui, leurs services sont très chers, inefficaces ou plus du tout adaptés aux besoins des clients. Aujourd'hui, déjà, c'est une question d'efficience. Aujourd'hui, il y a énormément d'intermédiaires. Aujourd'hui, il y a énormément de barrières qui n'ont pas lieu d'être et qui viennent de choses qui sont du legacy, qui sont de l'héritage de systèmes qui sont très anciens. Aujourd'hui, je mets toujours en avant l'anecdote pendant le Covid. Il y avait un gros souci dans le monde de la finance traditionnelle puisqu'ils ne trouvaient plus d'ingénieurs qui savaient coder en COBOL. Alors, les gens qui nous écoutent, qui sont dans le monde de l'informatique et qui ont un petit peu plus de 40 ans, pour être très gentil avec eux, savent ce qu'est le COBOL. Les gens qui en ont moins de 40 ans, il y a peu de chances qu'ils connaissent ce langage informatique qui n'est pas très utilisé en 2023, mais il se trouve qu'une grosse partie de l'infrastructure de la finance traditionnelle a été codée à la fin des années 70, 80, 90, et ils se traînent derrière eux des infrastructures complètement outdated, complètement dépassées. Et ça va jouer comme point de friction. Et en fait, c'est juste une anecdote, mais un point de friction avec un autre et un autre, quand on accumule les cailloux dans les chaussures, on ne peut pas courir un marathon. Est-ce que ce ne serait pas un échec si la TradFi, les grosses banques finissent par dominer le monde de la crypto? Non, parce que moi, je pense qu'on est la technologie qui redonne le choix aux gens. C'est-à-dire que pour la première fois, moi, j'ai grandi dans un monde, et on a tous grandi dans un monde où, en fait, on n'avait pas particulièrement le choix. On avait un compte, généralement, dont on héritait, puisque c'était la même banque que nos parents, qui nous avait créé un compte quand on était petits. Et s'ils avaient un peu une éducation financière, le jour de nos 18 ans, ils nous ont ouvert un PEA. Et comme ça, quand on se réveillait un petit peu à l'investissement après les études, on a déjà accumulé certaines années. D'ailleurs, si vous avez des enfants et que vous ne faites pas ça, faites-le. Faites le dépôt minimum le jour de leurs 18 ans et ils vous remercieront à 24 ou 25 quand ils commenceront leur chemin de l'investissement. Mes parents l'ont pas fait, je leur reproche rien, mais j'aurais aimé qu'ils le fassent, par exemple. Mais tout ça, on rentre dans des choses où on n'a pas vraiment le choix, on n'a pas vraiment cette éducation et surtout on se pose pas de questions. Et même on parle à des gens, et je reproche pas du tout, mais les conseillers bancaires sont des vendeurs d'assurance vie, des vendeurs de produits financiers, ils ne sont pas des experts de la finance. Parce que si c'était des experts de la finance, ils travailleraient pas, ils seraient pas à ce poste-là. Et c'est pas du tout négatif, c'est que chacun travaille et défend les intérêts de son travail, mais du coup, leurs intérêts et l'intérêt de leurs clients ne sont pas forcément alignés. Et donc ça, avec la crypto, ça change? Ça change puisque on collabore directement avec des protocoles qui sont designés pour être efficients par essence. Et du coup, moi, j'ai pas besoin de vous vendre AV ou vous vendre Uniswap. Ces protocoles existent et sont
sont disponibles à être utilisés par tout à chacun. Et du coup, je suis incapable de dire si telle ou telle personne utilise AV ou pas. Mais je suis capable de dire telle ou telle adresse utilise AV pour tant de dollars. Parce que j'ai pas forcément d'intérêt à savoir qu'un tel ou un tel utilise AV. Mais l'intérêt du protocole en lui-même, c'est de savoir qu'il y a tant de dollars, que les positions sont collatéralisées à temps. Par exemple, on parlait du stablecoin Go. Je peux vous dire avec assurance qu'il y a 2,6 dollars de garantie et de collatéral derrière chaque Go en moyenne. Pourquoi ? Parce qu'on peut traquer sur la blockchain l'ensemble des positions et l'ensemble des collatéralisations. Donc, certaines personnes ont des positions plus risquées que d'autres, d'autres ont des positions très peu risquées. Et du coup, on peut avoir un système, un health check, donc un check-up de santé sur le système en permanence, ce qui permet de créer une certaine confiance. Alors que malheureusement, enfin en tout cas la différence avec le système traditionnel et ce qu'on a appris avec la Silicon Valley Bank et un peu les tumultes qu'on a eus dans la finance traditionnelle ces derniers mois et ces dernières années après la pandémie, c'est que malheureusement on apprend trop tard. Généralement, quand on sait qu'il y a un problème dans la finance traditionnelle, c'est trop tard. Et alors que dans la finance décentralisée, on est informé immédiatement s'il y a un problème et du coup on peut réagir. Un autre cas d'usage que la finance traditionnelle aime beaucoup, c'est la mise à disposition de nouveaux instruments, notamment via les ETF. Il y a 2 jours, il y a eu le premier ETF Ethereum indexé sur des futurs qui est sorti. L'année dernière, c'était le premier ETF Bitcoin qui avait collecté, je crois, $1 milliard en un jour. Donc, c'était quand même assez hallucinant. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'important, selon toi, pour la démocratisation de la crypto ? Moi, je pense que c'est important parce que c'est des options. C'est des options qui sont offertes aux utilisateurs. ETF, c'est très important aux États-Unis puisque ça fait partie de leur système de retraite par capitalisation. Les termes en français, c'est ça. C'est ça. Pardon. Je vais pas faire mon Jean-Claude Vautrin, mais tous ces termes sont dans mon quotidien en anglais, donc parfois je préfère confirmer. Et c'est assez important puisque ça leur ouvre des avantages fiscaux, notamment, qui sont assez importants pour eux. Et aussi, ça permet de rentrer dans des mécanismes financiers auxquels ils ont déjà l'habitude. Les ETF, c'est quand même un produit qui est très suivi. Ça fait partie de, normalement, ce qu'un investisseur qui cherche de la diversification, ça fait partie des actifs phares et intéressants. Et ça permet, pour moi, d'être une passerelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je suis un investisseur traditionnel qui est sur 100% d'actifs non blockchain, si j'ai envie de m'exposer à l'Ether, au lieu d'aller m'acheter un ledger, de faire mes devoirs, de lire un bouquin entier de Valentin, même si je vous conseille de le faire, d'aller voir des vidéos sur YouTube, etc., d'écouter et de passer 30, 40, 50, 100 heures à me mettre à un niveau pour comprendre l'écosystème et me dire « Ok, j'ai des connaissances suffisantes pour faire confiance et mettre un pourcentage de mon capital sur ce secteur-là », on peut aussi s'exposer sur ce type de produit où on a une exposition peut-être indirecte, mais c'est une porte d'entrée, ce qui permet aussi de se familiariser avec l'écosystème dans un cadre qui est extrêmement régulé, donc qui apporte aussi des garanties. Et ensuite, si on le souhaite, sauter le pas et aller dans plus de décentralisation, on pourra toujours le faire. Moi, je suis très attaché, je ne suis pas du tout un fanatique ni un militant, même si je défends l'idée de la décentralisation, mais pour moi, il est très important de respecter les investisseurs et où ils sont dans leur chemin d'investissement et quels sont leurs profils personnels. Et du coup, je trouve ça très bien qu'on ait le choix de l'ETF, on ait le choix du ledger et entre les deux, on ait le choix de prestataire de services en actifs numériques et on peut s'exposer aux cryptoactifs sur son application Finery. Depuis quelques jours aussi. Et oui. Et d'ailleurs, toi, en tant qu'investisseur, c'est quoi ton parcours ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Et quelle est ta stratégie patrimoniale ? Alors, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans notre discussion, je suis beaucoup plus que l'investisseur moyen. T'es convaincu a priori par la crypto ? Exposé aux cryptoactifs, mais c'est une position que j'assume dans mon profil de risque personnel. Et du coup, mon exemple a valeur d'illustration et pas valeur de conseil. Et je pense que toute personne qui nous écoute doit définir ses propres désirs
et c'est son propre profil pour voir ce qui lui convient ou ce qu'il a à son propre profil. Donc, bien sûr, surexposition sur les cryptoactifs avec un biais sur l'écosystème Ethereum puisque c'est l'écosystème sur lequel j'évolue le plus et forcément finance décentralisée. Mais je suis aussi dans une diversification, donc je suis pas 100% blockchain. Je suis aussi présent sur des ETF. J'ai du ETF CAC 40 par exemple, où depuis très longtemps, pas depuis mes 18 ans puisque je suis arrivé plus tard dans l'éducation financière. Je suis arrivé après mes études quand j'ai commencé à avoir une capacité d'épargne, mais je mets X euros. La somme n'est pas importante tous les mois dans des produits qui vont répliquer le CAC 40, dans des actifs traditionnels qui ont des dividendes, par exemple. Je ne suis pas du tout présent dans les métaux précieux. Ce n'est pas une verticale d'investissement qui m'intéresse. C'est une verticale d'investissement que je respecte, mais qui ne correspond pas à mon propre profil. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel je vais m'exposer personnellement. Et je me développe aussi, en dehors des cryptos, sur l'immobilier, mais je passe par la tokenisation immobilière on-chain, notamment par Realty. Je fais de la pub à Realty, ça fait 3 ans qu'ils travaillent, ils le font bien, mais il existe aussi d'autres projets. N'hésitez pas à faire vos propres recherches là-dessus. Mais voilà, j'équilibre un petit peu les choses là-dessus, mais effectivement, je suis essentiellement dans les cryptoactifs. Et les NFT, c'est quelque chose dans lequel tu as investi? Les NFT, non, c'est pas un investissement. Pour moi, c'est un plaisir. C'est-à-dire c'est des achats plaisir, des achats parce que j'aime le projet, parce que j'aime l'artiste, mais je suis pas dans une optique patrimoniale. C'est pas du tout mon objectif, et donc je suis pas dans la spéculation. Tant mieux que je sois pas là-dessus, puis vu le marché et les cours, voilà, je suis dans des positions qui sont très déficitaires sur les NFT, mais ce n'est pas mon objectif principal. Moi, je vois plus les NFT comme quelque chose qui est lié à une expérience gaming, qui est lié à un milieu artistique. Et du coup, c'est dans cette dynamique-là dans laquelle je vais investir. Donc, c'est un micro-pourcentage de mon portfolio général. Et du coup, je n'ai pas le même profil ni les mêmes attentes sur ce type d'actifs. Est-ce que tu te vois du coup sortir un jour des cryptos parce que tu auras atteint un montant que tu t'étais fixé? Alors, je vais... C'est une question qui est assez intéressante. Je pense que si j'atteins mes objectifs dans ce que je souhaite contribuer dans l'écosystème, il n'y aura pas besoin de sortir des cryptos, en fait, puisque la finance décentralisée, ce sera la finance. Et du coup, pourquoi sortir des cryptos puisque mes stablecoins, je pourrais payer mon loyer avec. C'est déjà un peu le cas aujourd'hui quand on utilise des cartes bleues crypto comme chez Binance, comme chez HolyHeld, comme chez Gnosis Pay qui va sortir, ou chez Ledger. Voilà, j'ai cité plusieurs noms pour pas qu'on me dise que j'ai fait de la pub pour un projet ou un autre. C'est le cas quand j'utilise Monerium. Aujourd'hui, je peux payer des factures avec mon entreprise avec des stablecoins. Et Monerium, qui est une e-money institution, va prendre ces stablecoins, les convertir en euros et faire un virement pour payer des factures de la Vetchan Initiative. C'est le concret aujourd'hui. Donc non, je ne pense pas. Je pense que je resterai toujours dans la finance décentralisée, mais ce qui est aujourd'hui une niche deviendra simplement l'un des aspects de la finance. Je pense que c'est le mot de la fin parfaite. Merci Marc pour ton temps. Merci. À très vite. Salut. Salut.